Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au webinaire La participation des personnes immigrantes au Québec, mieux comprendre l'effet structurant du contexte dans 29 localités. Je suis Mireille Paquet, professeure au département de sciences politiques et membre de l'ERICA, l'équipe de recherche sur l'immigration au Québec et ailleurs. L'ERICA organise aujourd'hui cet événement juste pour vous en informer, l'ERICA est un groupe qui met en commun des chercheurs et des chercheuses venant de 6 universités québécoises ainsi que du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec. Notre objectif est de faire émerger des nouvelles connaissances sur l'immigration au Québec et dans le monde grâce à une approche multidisciplinaire. Donc, le webinaire, c'est une présentation qui offre un résumé des résultats d'une étude portant sur l'impact du contexte local sur la participation des personnes immigrantes au Québec. Et cette recherche-là, elle a été réalisée dans 29 localités québécoises dans le cadre d'un programme d'action concerté du FQRSC en collaboration avec le MIFI. Monsieur Antoine Bilodeau, qui a dirigé cette recherche, va en présenter les résultats les plus saillants et les grandes lignes. Donc, qui est Antoine Bilodeau? C'est un professeur titulaire au département de sciences politiques à l'Université Concordia. Ses intérêts de recherche portent sur l'intégration politique des immigrants et sur les dynamiques d'ouverture à l'immigration et à la diversité ethnoculturelle. Par la suite, Madame Marina Doucerin va réagir aux résultats et entonner un dialogue autour des points qui lui semblent les plus importants dans les résultats présentés par M. Bilodeau. Donc, Madame Marina Doucerin est professeure adjointe en psychologie sociale et culturelle à l'Université du Québec à Montréal et elle dirige le laboratoire de recherche culture et identité, le CIEL. Ses travaux de recherche portent sur les mécanismes sociaux, les interactions sociales et les réseaux sociaux en particulier qui facilitent l'intégration des personnes issues de l'immigration. Donc, on peut s'attendre à un dialogue très intéressant basé sur des nouveaux résultats de recherche, mais aussi basé sur des perspectives disciplinaires vraiment différentes. Donc, après leur présentation, vous aurez la chance de leur poser toutes les questions que vous voulez. Et sur ce, je vous laisse donc commencer votre présentation, Monsieur Bilodeau. Merci Mireille, merci pour cette invitation au webinaire et à Erika d'avoir organisé. Donc, j'allais brièvement, en commençant à introduire, pour présenter le projet, dire son contexte, mais comme tu l'as déjà fait avec le contexte d'action concertée, je vais passer tout de suite à ma présentation. Donc, c'est un projet de recherche que j'ai effectué, évidemment, pas seul, mais avec une équipe, dont Mireille, qui est ici, qui ne s'en est pas vantée en me présentant, mais aussi Shelly Belkodja et Daniel Salé, tous trois de l'Université de Concordia. Mais aussi, je dois le souligner, avec vraiment le travail exceptionnel de deux chercheurs postdoctorants, Jean-Philippe Gauvin et David Dumouchel. Donc, comme Mireille le précisait, le projet de recherche, en fait, répond à un appel de projet en action concertée entre le FRQSC et ce qui était à l'époque le MIDI, maintenant mieux connu sous l'abréviation du MIDI, du MIFI, pardon, qui visait en fait à vraiment comprendre la participation des personnes immigrantes au Québec, mais plus précisément l'axe 2, qui visait à comprendre le rôle de ce qu'ils appelaient les dispositions sociétales sur la participation des personnes immigrantes. Le projet qu'on a proposé, nous, en fait, on voulait voir comment les dispositions sociétales au niveau local allaient pouvoir peut-être structurer la participation des personnes immigrantes. Donc, plus précisément, en fait, on voulait faire deux choses. La première, même si ce n'était pas l'objectif premier de l'appel de proposition, c'était quand même de réévaluer les niveaux de participation des immigrants en comparaison de ceux de ce qu'on a appelé les membres du groupe majoritaire que je vais définir un peu plus tard dans la présentation. Et deuxièmement, vraiment en lien avec l'appel de projet qui était d'évaluer l'importance relative des facteurs contextuels à l'échelle locale, donc incluant les dispositions sociétales, mais plus largement aussi l'impact du contexte local sur la participation des immigrants. Et on avait choisi, ou ultimement, on a choisi 4 des dimensions de la participation qui sont proposées par l'appel, qui étaient proposées par l'appel.
Donc, ça incluait, là, c'était vraiment la terminologie du ministère, donc la participation identitaire, la participation communautaire, citoyenne et linguistique. Donc, ça, c'est pour le contexte. Et donc, ça nous menait à 3 questions plus précises pour le projet. Donc, la première, est-ce que les immigrants participent plus, moins ou tout autant que les autres Québécois? Deuxièmement, dans quelle mesure est-ce qu'il y a des effets contextuels à l'échelle locale? Et est-ce qu'ils expliquent beaucoup la participation des personnes immigrantes et aussi beaucoup l'écart de participation s'il y en a un? Et finalement, on s'est posé aussi une question plus précisément sur la participation au niveau des personnes immigrantes racisées. Donc, autant au niveau de leur niveau, mais aussi au niveau contextuel. Donc, est-ce que les effets de contexte sont différents, mais plus particulièrement, est-ce qu'ils sont plus forts, plus accentués chez les personnes immigrantes racisées que chez les autres immigrants ou chez les autres Québécois? J'en dis pas plus pour le moment parce que je vais élaborer un peu plus davantage plus tard quand je présente les hypothèses. Donc, c'était pour les questions de recherche. Je tiens à mentionner par contre aujourd'hui, vous imaginez que ça fait énormément de dimensions à regarder, d'angles, de sous-dimensions, de comparaison. Et donc, pour la présentation d'aujourd'hui, j'ai dû faire un choix de ce que j'allais vous présenter comme résultat. Et ce n'est pas nécessairement l'ensemble des faits saillants, mais plutôt, en fait, ce que je vous propose, c'est un regard sur nos résultats en lien avec la participation identitaire, plus précisément. Ça me semblait plus facile à communiquer qu'essayer de résumer tout ça. Autrement, j'en aurais vraiment parlé pendant 3 heures où vous n'auriez absolument rien compris, ou moi, je n'aurais rien compris de ce que je vous aurais raconté parce qu'il y a tout simplement trop de résultats ou de non-résultats. Donc, première question, les immigrants participent plus, moins ou tout autant que les autres Québécois? Afin de répondre à la question, ce qu'on fait... Oh, excusez, je saute une diapo. Oui, pour se rendre à la première hypothèse, en fait, c'était que il y a beaucoup de recherches, en fait, et au Québec comme ailleurs, qui montrent, que ce soit au niveau de la participation politique ou d'autres dimensions, que souvent ce qu'on observe, ou participation économique aussi, c'est-à-dire que la participation des personnes immigrantes, il y a un certain déficit qui est observé par rapport au reste de la population. Donc, je ne vais pas revenir trop longtemps là-dessus parce que j'ai quand même beaucoup de matériel. Et donc, basé sur ça et sur le fait que cette recherche-là montrait qu'elles soient immigrantes ou non immigrantes, souvent les personnes dites racisées avaient une situation de marginalisation qui était encore plus forte que celle des personnes blanches et donc une participation moins grande. Donc, basé sur ces observations-là, en fait, la première hypothèse qu'on proposait dans l'étude, c'était qu'effectivement, on s'attendait à voir que les niveaux de participation des personnes immigrantes soient moins élevés que ceux des autres Québécois, mais que les niveaux seraient encore plus faibles, moins élevés chez les immigrants racisés que chez les immigrants dits blancs. Au niveau de la deuxième question, donc, est-ce qu'il y a des effets contextuels à l'échelle de la localité, puis est-ce qu'ils expliquent la participation des immigrants? Donc, ici, l'approche qu'on a choisi de prendre, c'est une qui est vraiment inspirée de l'approche des mouvements sociaux autour de la notion de structure d'opportunité, où ce sont des facteurs exogènes qui créent ou non un contexte, qui favorisent ou non la création d'un contexte propice à la participation des gens dans un environnement donné. Donc, évidemment, ces dispositions-là pourraient théoriquement inclure les dispositions sociétales, qui restent à définir. Je ne les définis pas ici, là, on va revenir un peu plus tard, mais qui ne sont pas limitées aux dispositions sociétales, donc qui vont inclure aussi d'autres facteurs structurels en lien avec la qualité de l'environnement. Mais évidemment, ce n'est pas juste une question dans une perspective de contexte ou de structure d'opportunité, mais aussi évidemment une question de caractéristiques individuelles, qu'on parle d'âge, de sexe, d'éducation, d'appartenance ethnique ici, avec la variable racisée. Mais aussi, ce qu'on regardait dans les modèles, ce qu'on va regarder, ça va être est-ce que les personnes sont nouvellement arrivées ou pas au Québec. Donc, notre idée vraiment avec la structure d'opportunité ou ce qu'on allait explorer, c'était le fait que la participation des immigrants s'expliquait probablement par la rencontre entre leurs caractéristiques individuelles, mais ancrées dans le contexte local où ils vivent. Donc, c'était une idée, une façon de réconcilier en fait le rôle de l'agentivité des immigrants, dont leur rôle proactif, responsabilité de participer ou non, mais vraiment ancré dans un contexte qui ouvre ou ferme les portes, facilite ou crée des obstacles à cette participation-là.
Donc, on travaillait par contre plus précisément en fonction de deux types d'effets de contexte au niveau local. Le premier, c'est ce qu'on a appelé les effets matériels du contexte, qui rendent compte de la disponibilité vraiment des ressources qui sont nécessaires à la participation selon la littérature. On sait dans le domaine, je parle beaucoup de la participation politique là, au niveau de la littérature parce que c'est vraiment mon domaine à moi, mais on sait qu'au niveau des inégalités de participation au niveau politique qu'on observe, sont ancrés en grande partie dans des inégalités de ressources. Donc, les inégalités politiques sont souvent des transpositions simplement des inégalités sociales et économiques qu'on observe. Ce qui nous pourrait être à penser que dans le contexte plus large de la participation, pas seulement au niveau de la participation politique, que le rôle des ressources, qu'elles soient individuelles ou collectives, serait une variable importante à prendre en compte pour comprendre la participation des personnes immigrantes. On sait aussi, encore une fois, beaucoup dans la littérature en sciences politiques, que la présence des personnes immigrantes dans une localité donnée, dans un environnement donné, vraiment agit comme une ressource très positive pour les personnes immigrantes afin de leur donner accès justement à des ressources, à un réseau d'entraide, à un réseau de connaissances qui, au bout du compte, facilite et aide vraiment la participation des immigrants dans un environnement donné. Donc, basé sur ces observations de la littérature, en fait, on proposait deux hypothèses additionnelles. La première en lien avec le niveau de pauvreté. Là, bon, vous aurez compris que la pauvreté est l'inverse de l'abondance de ressources. Là, on pourrait le présenter comme ça. Donc, on s'attendait à ce que plus le niveau de pauvreté est élevé dans une localité, plus le niveau de participation des immigrants allait être faible. Et en lien avec la deuxième observation sur la présence des immigrants dans une localité, on proposait ici que, pas seulement la présence des immigrants de façon générale, mais plus précisément la présence des gens de la même origine que le répondant immigrant. Et donc, plus la présence de cette communauté-là était forte dans une communauté donnée, plus le niveau de participation de l'immigrant allait être élevé. On proposait aussi d'observer ce qu'on a appelé les effets symboliques du contexte, qui ici, de façon plus précise, rendent compte du climat de réception dans une localité. Donc, on sait qu'une recherche qui est faite par une chercheuse danoise qui montre que la définition prédominante de l'identité nationale au sein d'une population, puis elle, ses recherches n'étaient pas au niveau local, mais étaient vraiment une comparaison de pays. Donc, plus une collectivité nationale définit sa population de façon ouverte, de la façon qu'elle le définit, en fait, ça structure la force du sentiment d'appartenance des immigrants. Donc, plus la définition elle est inclusive, ouverte, plus elle observait que les populations immigrantes dans ces pays-là affichaient un sentiment d'appartenance élevé. Donc, ce qui mettait vraiment un lien au niveau, évidemment, en comparaison de pays, entre les variables de... Ici, on est vraiment, en passant dans ce que le ministère, je pense, voulait capturer avec l'idée de disposition sociétale. Donc, plus la population elle est ouverte, plus c'est facile pour un immigrant de participer. De la même manière, dans des recherches qui s'inscrivaient un peu dans une perspective différente, mais qui, au niveau des conclusions, rejoignent beaucoup celles de Christina Simonson. En fait, on montrait que si on voulait bien comprendre la participation, ou prédire la participation des personnes immigrantes, en fait, on avait besoin de comprendre leur sentiment d'acceptation. Donc, plus ils sentaient qu'on les acceptait, qu'ils étaient reconnus dans la communauté, plus leur niveau d'engagement envers la communauté était fort. Donc, ce qui nous menait aux hypothèses 4 et 5, selon lesquelles, en fait, plus une localité est multiculturelle, diversifiée, plus la participation des immigrants devrait être élevée en créant un contexte où peut-être les normes sociales d'attente étant plus floues, plus flexibles à cause de la diversité, plus la participation serait potentiellement facile. De la même manière, on penserait que plus le groupe majoritaire, donc la population haute d'un milieu local en particulier, est ouvert, réceptif à l'immigration et la diversité ethnoculturelle, plus ce serait facile pour les immigrants donc de se sentir acceptés et donc de participer. Et finalement, vraiment rapidement, la troisième question, donc est-ce que les effets contextuels locaux sont accentués chez les personnes immigrantes racisées? En fait, ici, l'idée, c'était vraiment de voir, ouais, ben, OK, il y a l'effet des contextes, possiblement au niveau local, mais peut-être que le contexte n'agit pas de la même façon
chez tout le monde. Et ici, on pensait particulièrement aux personnes racisées et à l'effet des dispositions sociétales. Et donc, parce qu'elles sont visibles, donc si une personne est visible dans une communauté où elle n'est pas la bienvenue, elle risque davantage de subir, disons, de ressentir le climat d'hostilité qu'un immigrant qui est blanc et donc qui pourrait un peu réussir à se faufiler ou à sensiblement moins être affecté par un climat d'hostilité ou de non-bienvenue d'un environnement donné. Donc, ce qui nous menait à l'hypothèse 6, que les effets contextuels, à notre avis, surtout au niveau du climat d'accueil, mais potentiellement aussi au niveau des autres variables, pourraient être accentués chez les immigrants racisés en comparaison de chez les immigrants blancs. Ça va, Mireille, vous me faites signe s'il y a des questions, s'il y a des trucs à régler. Merci. Ce qui nous mène à la méthodologie. Donc, la façon dont on s'y est pris pour réaliser l'étude, en fait, c'est par méthodologie de sondage. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un sondage auprès des populations migrantes et un sondage auprès du groupe majoritaire. La particularité de nos sondages, et majoritaires et immigrants, était que c'était un sondage qui était stratifié par localité. Donc, on identifiait 29 localités et on ciblait vraiment au niveau du recrutement des répondants pour aller chercher des répondants. C'était surtout un défi au niveau des répondants immigrants. Donc, vraiment, aller creuser le plus possible pour avoir des représentants immigrants de ces 29 localités-là pour pouvoir ensuite évaluer comment leur contexte les affecte. Donc, la taille de l'échantillon est variable par localité chez les immigrants. C'est un sondage qui a duré entre 15 et 20 minutes, dépendamment du mode, parce que c'était un sondage qui était bimodal. Donc, environ 930 répondants ont été interviewés via une plateforme web. Puis, un peu plus que 1100, presque 1140 ont été interrogés par téléphone. Donc, évidemment, pour ceux qui sont familiers avec les sondages, le sondage téléphonique était plus long que le sondage web, mais les sondages étaient autrement pratiquement identiques. Évidemment, on posait plein de choses sur toutes sortes de dimensions de la participation. C'était d'ailleurs un défi de répondre en fait à la commande des diverses dimensions de la participation parce qu'il y en avait trop pour aller creuser en profondeur toutes les dimensions. Ça a été une des limites du travail qu'on a fait. Le deuxième sondage, lui, était auprès du groupe majoritaire qui servait d'abord et avant tout comme point de comparaison à la participation des immigrants. Donc, c'était beaucoup plus facile d'évaluer si les immigrants participent plus ou moins, si on a un point d'ancrage, un point de comparaison. Donc, c'était la fonction première du groupe majoritaire. On a défini le groupe majoritaire ici comme vraiment les répondants qui étaient nés au Canada, qui étaient de langue maternelle française et aussi qui étaient blancs. Donc, on voulait vraiment aller chercher l'idée du répondant au profil du groupe majoritaire que forme la société québécoise. Donc, on a interrogé ici un total de plus de 3000 répondants et la taille des échantillons, évidemment, était plus facile à aller chercher et à augmenter étant donné la prévalence de ces groupes-là dans la population québécoise. Rapidement, je ne pense pas que vous aurez le temps de regarder en détail là, les tailles d'échantillons, mais je vous inviterai peut-être à prendre quelques instants pour regarder la liste des localités. Et en fait, ce que vous remarquerez, possiblement, en fait, que nous, on veut souligner, il y a peut-être beaucoup d'autres choses à remarquer, c'est que la plupart des localités, un grand nombre des localités sont des arrondissements de la ville de Montréal. Donc, ça, c'était motivé par deux considérations. La première étant que ça nous semblait être... non, ça va être la deuxième. La première étant que la réalité de l'immigration au Québec, encore aujourd'hui, est largement centrée sur Montréal et la région de Montréal. Et donc, c'était très difficile. En fait, au début, on avait des plans de vraiment beaucoup davantage régionaliser nos échantillons pour aller chercher des immigrants qui s'installaient dans toutes sortes de contextes. Ça n'a pas fonctionné du tout. Même avant qu'on commence, on s'est fait dire qu'avec le type de méthodologie qu'on utilisait, c'était impensable. En fait, il y a des firmes qui ne voulaient même pas nous donner de prix parce qu'ils n'avaient aucune garantie d'être capables de réaliser ce qu'on voulait faire. Et ça, c'était la première raison. Donc, nécessairement, ça allait être un projet qui allait être beaucoup centré autour de Montréal, mais pas uniquement, comme vous pouvez le voir avec la liste des localités.
Et la deuxième raison aussi qu'il y a beaucoup d'arrondissements de Montréal, c'est que ça nous semblait un peu étrange et sous-optimal de traiter Montréal comme étant une seule localité. Donc, étant donné la grandeur de la population, la grandeur du territoire à couvrir, et aussi la réalité des arrondissements, qui nous semblait potentiellement un environnement donc, intéressant à regarder. Pourquoi? Encore une fois, c'est une perspective de politologue, c'est qu'il y a quand même, à tout le moins au niveau politique, il y a une organise ou une compétition ou concurrence pour les ressources qui s'organisent autour des points d'ancrage d'autorité, de distribution des ressources, et les arrondissements sont une de ces structures-là. Donc, on avait bon espoir que peut-être qu'il y aurait des dynamiques de contexte local qui s'organiseraient autour des arrondissements. Il y a des arrondissements, il y a des localités plus éloignées, Gatineau, Sherbrooke, Québec, Terrebonne. Puis il y a des banlieues nord et sud, Laval, Brossard, Longueuil. Puis on avait aussi, au-delà des arrondissements de Montréal, quelques villes de l'île de Montréal, mais qui ne font pas partie de la ville de Montréal, comme Delors des Ormeaux, Béconisville, Pointe-Claire et Côte-Saint-Luc. Donc, ça qui nous mène au résultat du rapport. Je vais vous présenter, comme je vous le disais ici, seulement des résultats en lien avec la participation identitaire, pour des raisons de temps et d'efficacité de techniques de présentation. Plus précisément, même parce que je ne vous présente pas non plus tous les indicateurs liés à l'identité, mais le principal, donc les indicateurs qu'on va regarder ensemble, rapportent la force de l'attachement à diverses communautés, soit le Québec, le Canada ou le quartier, sur une échelle de 0 à 10, où 10, en fait, rapporte un attachement très fort et 0, un non-attachement. Donc, je commence juste en vous présentant les résultats bruts, en fait, donc le niveau moyen d'attachement rapporté par chacun de nos trois groupes, soit le groupe majoritaire, les immigrants blancs et les immigrants racisés. Puis en fait, ce qu'on a beaucoup observé avec ces résultats-là, pour avoir travaillé sur ces questions-là dans d'autres contextes, là, au niveau de l'attachement au Québec et au Canada, c'est vraiment en fait le miroir, en fait, une réplique de ce qu'on a observé dans d'autres contextes. C'est-à-dire que les immigrants affichent un attachement au Québec qui est sensiblement plus faible que celui du groupe majoritaire. Et l'attachement est légèrement plus faible chez les immigrants racisés que chez les immigrants blancs, comme on l'avait en fait prédit. Et à l'inverse, les immigrants, qu'ils soient blancs ou racisés, sont beaucoup plus fortement attachés au Canada que les membres du groupe majoritaire. Et encore une fois, ici aussi, légèrement plus fort chez les immigrants racisés que chez les immigrants blancs. En fait, donc ça, c'est pas une surprise pour nous du tout. Donc, ça reproduisait des trucs auxquels on s'attendait. Soit dit en passant, ici, je dois souligner que surtout pour l'attachement au Canada, disons, ceux qui détonnent ici ne sont peut-être pas les immigrants, mais les membres du groupe majoritaire comme dynamique d'attachement. Ça, c'est un autre débat. Alors, au niveau du quartier, en fait, on n'observait pas vraiment de différences significatives ou intéressantes entre les trois groupes de répondants. Les forces d'attachement étaient sensiblement les mêmes d'un groupe à l'autre. Rapidement, en fait, ici, ce qu'on faisait dans la deuxième étape, c'est qu'on regardait plus précisément donc, la taille de l'écart entre les groupes, la catégorie de référence étant le groupe majoritaire. Donc, on voit par exemple moins 0,58 pour les immigrants blancs. Donc, c'est un score moyen d'attachement de moins 0,58 par rapport au groupe majoritaire. La colonne de droite avec contrôle, donc on regardait est-ce que l'écart observé peut s'expliquer par des différences dans des variables sociodémographiques vraiment de base. Et dans ce cas-ci, en fait, pour l'attachement au Québec et l'attachement au Canada, en fait, on voit que non. Il n'y a pas l'écart ne s'explique pas par des variables sociodémographiques de base et que, surtout par rapport au Canada, la différence d'attachement par rapport au Canada chez les immigrants racisés et chez les immigrants blancs, donc, perdure. En fait, la deuxième étape de nos analyses était vraiment de regarder les variations de l'attachement au niveau local. Et donc là, je vais vous présenter vraiment les écarts entre chacun des deux groupes d'immigrants et les répondants du groupe majoritaire par localité. Donc, pour les 29 localités qu'on observait.
Et en fait, donc, la première chose qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas regarder juste les barres pleines, là. Il faut regarder aussi les intervalles de confiance qui sont les barres plus minces, qui en fait changent beaucoup l'histoire. Parce que quand on regarde juste les barres pleines, on a l'impression qu'effectivement, il y a des variations locales qui peuvent être intéressantes. Mais quand on prend en considération les intervalles de confiance, en fait, on voit que il y a très peu de cas où une localité se distingue des autres en termes de la force plus ou moins grande de son attachement. Bon, et je pense que des exemples qui sortent, en tout cas moi, là, quand je regarde, là, c'est Beaconsfield, Pointe-Claire, vraiment, où l'attachement au Québec est peut-être pas surprenamment plus faible qu'ailleurs, étant une localité très anglophone. Mais pour moi, l'observation la plus importante, si vous essayez juste de reculer un peu aussi, de regarder chacune des localités spécifiquement, c'est que toutes les localités, sont, sans exception, se situent à gauche. Okay? C'est-à-dire qu'ils sont dans les quarts négatifs. Okay? Certaines vont avoir des intervalles de confiance qui les amènent à zéro, mais la quasi-totalité des localités se retrouvent en fait à prédire un attachement au Québec plus faible chez un ou l'autre ou les deux groupes d'immigrants en comparaison du groupe majoritaire, peu importe où ils vivent. Donc, c'est ça, c'était quand même un résultat qui me semble assez une tendance lourde. Là. Peu importe les micro-variations, toutes les localités, c'est négatif. Fait intéressant. Donc, si on regarde maintenant la même figure, mais pour l'attachement au Canada, on remarque exactement l'inverse. On remarque la même chose au niveau que quand même peu de variation d'une localité à l'autre. Mais quand je dis on remarque exactement l'inverse, en fait, ce que je veux dire, c'est que toutes les localités, tous les écarts se situent à droite dans le positif. Donc, peu importe la localité où on est, les immigrants blancs et racisés, pour la plupart du temps, se retrouvent avec un attachement au Canada plus fort que le groupe local. Donc, déjà, quand on s'est arrivé là dans notre projet, on a commencé à douter qu'on allait trouver des trucs qui allaient appuyer nos hypothèses quant aux effets contextuels, mais c'était seulement des données brutes, donc ça restait à voir. Mais finalement, aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, même si j'en parle peut-être un peu moins, au niveau de la localité, donc l'attachement au quartier, vous remarquerez d'ailleurs qu'on est... ça n'a été posé que pour les répondants de l'île de Montréal. Je ne vais pas en dire davantage dans le contexte en ce moment, mais prenez note de ça. Ici, en fait, c'est un peu, ça va dans toutes les directions, mais que pour la plupart du temps, ici, on peut être à gauche ou à droite, écart positif, écart négatif, mais que l'essentiel de l'histoire, c'est que pour la plupart du temps, il n'y a pas d'écart significatif. Donc, c'était Donc, on a trois cas assez uniques. Donc, écart négatif tout le temps, écart positif tout le temps, puis pas d'écart tout le temps, ou presque. Donc, c'était ça pour les variations locales juste au niveau descriptif. Ce qui nous amenait maintenant, après ça, à faire des analyses multivariées statistiques beaucoup plus poussées pour aller essayer après avoir contrôlé pour les variables individuelles sociodémographiques, d'aller voir si on pouvait prédire des tendances plus spécifiques au niveau de l'effet du contexte local. Et là, on regardait, comme je l'ai dit, 4 hypothèses. Le niveau de pauvreté, la présence des membres de la communauté du même pays d'origine que le répondant, le niveau de multiculturalisme et finalement l'ouverture à la population, l'ouverture à l'immigration et la diversité ethnoculturelle chez la population locale. Donc, je vous présente 4 figures, une pour chacune de ces variables-là, puis on regarde l'effet prédit pour le Québec, pour l'attachement au Québec, pour l'attachement au Canada et pour l'attachement au quartier. Donc, vous pouvez voir que si vous regardez à gauche, pour le Québec, en fait, nos modèles, ça, c'est vraiment les prédictions qui sont tirées de nos modèles statistiques, en fait, que ce soit, encore une fois, regardez la ligne pleine foncée rapporte l'effet, mais il faut prendre l'effet un peu, la courbe plus large pour tenir en compte l'effet d'intervalle de confiance. Puis, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y avait pas d'effet de niveau de pauvreté à l'attachement au Québec, peu importe le groupe. Au niveau de l'attachement au Canada, on n'a pas observé d'effet du niveau de pauvreté chez les deux groupes d'immigrants, mais c'est intéressant, on a remarqué qu'en vert, plus le niveau de pauvreté est élevé, plus le niveau d'attachement au Canada chez les groupes majoritaires était faible. Ce n'était pas vraiment l'objet de notre recherche, ça n'a pas été reproduit chez les groupes d'immigrants.
Au niveau du quartier, on a remarqué que la seule tendance nette qu'on remarquait, c'est que plus les immigrants blancs vivaient, en fait, plus le niveau de pauvreté était élevé, avec la qualité, plus les immigrants blancs avaient un attachement à leur quartier fort. Ce que je ne suis pas capable de vous expliquer pourquoi. Ça semble un peu peut-être potentiellement une anomalie statistique. Si quelqu'un a une explication, ça serait très intéressant de l'entendre. Aussi, on regardait l'effet de la présence de la communauté du pays d'origine de l'immigrant sur l'attachement. En fait, il faut encore une fois se faire attention entre la première impression puis quand on regarde les données en fonction de l'intervalle de confiance, mais dans l'ensemble, il n'y a rien. Il n'y a aucun effet qui était statistiquement significatif. En passant ici, évidemment, vous aurez compris qu'il n'y a pas d'effet pour le groupe majoritaire. Étant né ici, il ne peut pas vraiment avoir de gens du pays d'origine d'où ils viennent. Mais il n'y avait pas que ce soit l'attachement au Québec, l'attachement au Canada, l'attachement au quartier, l'immigrant blanc, l'immigrant racisé. En fait, on dénotait absolument aucun effet statistiquement significatif de la présence des gens de la communauté d'origine. Je tiens aussi à préciser qu'ici, on a travaillé avec aussi un échantillon plus petit parce que les données de recensement auxquelles on avait accès n'offraient pas la présence de gens du pays d'origine pour tous les pays d'origine. Il y avait un certain nombre de pays qui n'étaient pas inclus. Troisième variable qu'on regardait, fait l'effet de la diversité, du multiculturalisme. En fait, ici aussi, il n'y avait pas vraiment grand-chose. Pas d'effet du niveau multiculturalisme sur l'attachement au Québec. Pas d'effet statistiquement significatif pour l'attachement au Canada. Et le seul effet qui était observé, en fait, c'était que plus il y avait le niveau multiculturalisme était élevé, plus l'attachement au quartier des membres du couple majoritaire était faible. Donc, plus les gens du couple majoritaire vivaient dans un quartier diversifié, moins il y a meilleur quartier. Ouais, c'est ça. Et finalement, pour l'effet du contexte de l'ouverture du groupe majoritaire sur l'attachement, encore une fois, pas grand-chose. Le seul effet vraiment significatif pour les immigrants qu'on observait, c'était que à gauche, pour le Québec, plus l'ouverture du groupe plus l'ouverture de la population locale était grande, plus l'attachement au Québec chez les immigrants racisés était faible. Ce qui nous a surpris dans un premier temps, parce qu'on pourrait penser que plus d'ouverture signifie plus de confort et donc plus de sentiment d'acceptation, donc plus d'attachement. Mais en grattant un peu plus, ce qu'on réalise, c'est que les localités où le niveau d'ouverture est beaucoup plus grand sont des localités davantage anglophones et donc des localités où il y a une moins grande force d'attachement au Québec de façon générale chez la population vivant là. Donc, c'est la seule explication à laquelle on en est arrivé pour expliquer ce résultat-là. Autrement, on n'a pas vu d'effet d'ouverture sur l'attachement au Canada. Puis, au niveau de l'attachement du quartier, en fait, ce qu'on observait, c'était un effet chez le groupe majoritaire. Donc, plus la population était ouverte, plus elle aimait aussi son quartier. Donc, peut-être une dynamique de quartier différente. Donc, comme vous pouvez voir, ça inaugurait pas très bien là, pour la vérification de nos hypothèses. Et je reviendrai en conclusion sur si ces résultats étaient généralisables ou pas à l'ensemble des autres dimensions de la participation. On a aussi, parce qu'on était très peu satisfait de ces résultats-là, puis on a, soit dit en passant, c'est une modélisation que je vous présente, mais on a essayé vraiment énormément de différentes itérations de la modélisation en se disant qu'il faut être sûr de ne pas manquer quelque chose, et on a genre rien trouvé, ou à peu près, peu importe comment on spécifiait notre modèle d'analyse. Donc, on a quand même pris un certain temps pour regarder au niveau du contexte régional. Donc, on oublie la localité, puis on se dit, OK, est-ce que ça fait une différence si on regarde, si on va dans l'est de Montréal, dans l'ouest de Montréal, sur les banlieues ou en contexte un peu plus éloigné de Montréal, est-ce qu'on va voir peut-être ici des patterns de différences différents? Puis la réponse est pas vraiment. Encore une fois, il n'y a pas vraiment grand-chose qui ressortait de ces analyses-là. Première observation qui domine, là, si on veut oublier peut-être les micro-différences. Québec,
tous les écarts sont négatifs, qu'on soit Montréal-Ouest, Montréal-Est, la Couronne ou hors Montréal, donc moins attaché au Québec, peu importe où on est, immigrants, attachement au Canada, l'inverse, et puis le quartier, bon, on n'avait pas pour la Couronne Montréal, mais donc ça ne changeait pas ici, il n'y avait pas vraiment d'écart significatif non plus. Donc, si on regarde un peu, il y a peut-être des micro-différences, là, mais honnêtement, dans l'ensemble, ce n'était pas particulièrement convaincant que ce type d'analyse-là était davantage porteur que l'analyse au niveau local. Donc, ce qui m'amène à conclure rapidement, qu'est-ce qu'on en a conclu? Ben oui, effectivement, les immigrants au Québec participent moins que le reste de la population. Au niveau de l'attachement au Québec, au niveau de l'attachement au Canada, c'est l'inverse. Mais il y a des écarts, ils ne sont pas gigantesques, ils sont significatifs la plupart du temps, mais ils sont pas, on n'est pas dans des clivages là, de participation là, ou de marginalisation énormes, on est dans des différences de degrés. Mais comme on s'y attendait, le déficit était plus prononcé chez les immigrants racisés. Ça, je dis, en général, vous remarquez en fait que la conclusion, elle est formulée, puis ça ne cadre pas exactement avec tout ce qu'on a vu au niveau de l'attachement. C'est qu'en fait, c'est plus une formulation qui serait applicable ou généralisable aux autres dimensions de la participation aussi. Donc, quand on regardait l'ensemble des indicateurs et des dimensions de la participation, la conclusion que je viens de vous lire, c'est vraiment ce qu'on a observé de façon générale. Donc, des écarts, oui, négatifs, significatifs, pas gigantesques, mais quand même presque systématiques, et surtout pour les populations racisées. On n'a pas observé de fait contextuel local. C'est vrai pour ce que je vous ai présenté aujourd'hui, et c'est vrai pour la plupart des autres dimensions aussi, la quasi-totalité des autres dimensions, sauf des fois quelques petits cas comme ça qui ressortent et qui sont difficiles à expliquer ou qui sont d'une évidence trop grande. Finalement, on n'a pas vu d'effets qui appuyaient d'aucune façon en fait, notre sixième hypothèse, où les effets contextuels, particulièrement ceux par rapport au contexte d'accueil, pourraient être plus forts chez les immigrants racisés. Donc, je vous laisse en soulignant deux limites quand même importantes de l'étude, parce que je pense que c'est important vraiment de le mentionner pour nuancer les résultats qu'on vous propose. La première, c'est qu'il faut faire attention, surtout quand on évalue les écarts entre les groupes, particulièrement pour les immigrants racisés, que nos études n'ont pas affiché des écarts très grands. Et il faut être prudent parce que notre étude, mais comme la quasi-totalité des études qui sont faites sur les populations immigrantes, peu importe le type de méthodologie, quantitative ou même qualitative, vont avoir en général ce qu'on appelle un biais positif d'intégration. C'est-à-dire qu'on rejoint des populations immigrantes qui, on peut le présupposer, sont dans une meilleure situation, dans une situation plus facile, dans une intégration plus grande que l'ensemble des populations immigrantes. Et donc, ce qui nous pourrait, théoriquement, on peut s'attendre à ce qu'on sous-estime les écarts entre les groupes. Encore une fois, particulièrement pour les populations immigrantes racisées. Deuxième limite, la majorité, c'est ça, et là, c'était un peu un risque qu'on savait qu'on prenait avec le design de l'étude, étant donné la réalité démographique, géographique de la diversité de l'immigration au Québec. Les localités qu'on étudiait sont des localités qui sont tous proches les unes des autres et qui, en fait, permettent une mobilité interlocalité dans le quotidien. Et donc, on peut se demander, est-ce que vraiment on avait une marge de manœuvre significative pour identifier des effets de localité dans ce contexte-là? Parce que les gens, et vous et moi, la plupart des Montréalais, on ne fait pas l'essentiel de nos activités nécessairement dans le quartier où on réside. Et donc, en allant vérifier la température du quartier ou la structure de la localité où on vit, n'allait pas nécessairement capter, disons, l'essence de notre existence où on vit. Donc, deux gros bémols par rapport aux conclusions de notre étude, mais c'était vraiment pour l'essentiel des limites qui nous étaient difficiles de surpasser.
qui nous laisse quand même une certaine interrogation à savoir qu'est-ce qu'on potentiel pour des effets contextuels locaux, mais qui, pour le moment, dans la limite de ce qu'on peut dire avec nos résultats, suggère qu'il n'y en a pas, à tout le moins dans la réalité québécoise. Merci beaucoup, Antoine. C'était très intéressant. Puis on a déjà plein de questions qui sont dans le chat que je dirigerai vers vous. Mais tout d'abord, je vais proposer à Marina Doucerin de réagir un peu à la présentation au point de vue de son domaine d'expertise et de ses expériences. Parfait. Merci, Mireille. Merci beaucoup, Antoine, pour cette présentation. C'était vraiment intéressant. J'ai aussi lu en détail le rapport complet, justement pour clarifier pour moi quelques questions de méthodologie, etc. J'ai eu plusieurs réactions, mais d'abord, je voulais mentionner que j'ai vraiment adoré le cadre général de l'agentivité en contexte. Donc, c'est vraiment, ça correspond tellement bien à la manière dont on peut voir ça aussi en psychologie, cette idée qu'on a des individus qui ont des dispositions, des préférences, des stratégies, et que le résultat qu'on va avoir au niveau de leur participation, etc., ça va résulter d'une négociation continue entre ces dispositions-là et puis les affordances et les contraintes du contexte. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ce cadre-là. J'ai plusieurs réactions, plusieurs questions aussi. Peut-être que tu pourrais clarifier certaines choses pour moi ou des questions que je me suis posées en prenant la perspective d'études que j'ai pu faire ou de ce qu'on peut voir en psychologie interculturelle. Donc, je vais te les envoyer comme ça et puis j'aimerais vraiment avoir tes réactions plus dans le sens de qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est des perspectives qui te sont porteuses ou est-ce que tu aurais une réaction à ça? Donc, une des premières réactions que j'ai eues en écoutant ta présentation puis en lisant ton rapport, c'est cette idée que souvent l'identité, je parle d'identité parce que je pense que cette participation identitaire, attachement, on peut le définir de plein de manières, mais je vais utiliser le terme identité de manière large. Souvent, c'est une cible mouvante dans le sens où ça change beaucoup à travers le temps, les identités que les personnes issues de l'immigration peuvent prendre ou pas. Et donc, j'étais curieuse d'avoir ta perspective sur cette question temporelle que j'ai moins vue dans l'étude et dans le rapport. Et donc, mais j'ai vu qu'il y avait la distinction immigrants récents, immigrants plus établis. Mais ça reste quand même très simple comme catégorisation. Et donc, quel rôle est-ce que tu peux voir cette temporalité? Qu'est-ce que ça pourrait jouer, à ton avis, dans ces résultats que tu vois ou dans ces notions de contexte et d'attachement? Donc, je réponds tout le monde, je réponds tout de suite et on ne fait pas les questions. Oui, Oui, je pense que oui. Parfait. Tout d'abord, merci Marina d'accepter d'avoir joué le rôle de commentatrice du rapport. Marina, elle va lire le rapport au complet, donc elle s'est tapée la totalité des résultats et des longues annexes. La question temporelle, en fait, c'est une bonne question. Je commencerai par dire qu'il faut aussi remettre le rapport dans son contexte d'appel de proposition du FRQSC en action concertée. Nous, on répondait vraiment à l'objectif d'évaluer les variables contextuelles. Mais il y a un autre projet, qui était l'Axe 1, qui avait l'objectif premier unique de répondre à l'effet des variables individuelles. Donc, ça, c'est mon commentaire d'ouverture. Donc, nécessairement, à cause de ces attentes-là, il y a des variables qu'on n'a pas poussées autant qu'on aurait pu. Okay? Donc, ça, c'est la première chose que je dirais. Oui, c'est très simpliste, 0-10 ans versus les autres, mais après, un truc d'analyse assez inductive, en fait, dans ce contexte-là, mais dans d'autres contextes, souvent aussi, ce qu'on remarque, pour ma part, dans le domaine que je connais plus, c'est que s'il y a des changements, ils se passent en dedans de 10 ans. Et après, ça semble plus stable.
Puis la difficulté qu'on a, c'est que nos échantillons d'immigrants récemment arrivés, entre 0 et 10 ans, sont toujours beaucoup moins nombreux. Donc c'est difficile de bien aller cerner donc l'évolution dans la question temporelle, et ce n'était pas notre objectif au départ. Mais je pense que je trouve intéressant, par exemple, ce que ton commentaire, ça à quoi me fait penser, qu'on aurait peut-être pu pousser davantage, mais que ça aurait été difficile quand même, étant donné les langues qu'on avait déterminées au départ, c'est que c'est possible que le contexte ait un effet différent chez les immigrants qui sont récemment arrivés et les immigrants qui sont arrivés depuis longtemps. Mm-hmm. Et ça, on ne l'a pas poussé, mais encore une fois, ça aurait été extrêmement difficile à faire parce qu'il aurait fallu... les immigrants qu'on réussit à interroger, ils sont là depuis assez longtemps. Et donc, je disais, donc ça aurait été difficile d'aller... Est-ce qu'on aurait été capable méthodologiquement d'aller identifier l'effet du contexte chez les immigrants récemment arrivés? On ne l'a pas regardé, mais je soupçonne que ça n'aurait rien donné parce que la taille de l'échantillon est trop petite. Okay. Mais c'est une hypothèse qui est intéressante, mais qui, dans ce type de méthodologie-là, est difficile à aller vérifier. Oui, parce que si je peux juste compléter d'où vient ma question, c'était justement cette idée que c'est différent, ça peut être différentes caractéristiques du contexte qui ont un rôle soutenant ou qui, au contraire, posent des obstacles suivant où les gens en sont dans leur trajectoire. Et c'est vrai que les changements se passent probablement dans les 10 ans, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, on peut voir, en tout cas de mon côté, une gradation dans les changements, avec des changements plus de participation sociale qui vont être plus tôt, mais les changements identitaires peuvent être vraiment longs à venir. Donc, puis une autre chose aussi, je m'étais interrogée sur le 0-10 ans, mais tu expliques ça bien avec une question juste logistique de pouvoir avoir accès aux participants. Parce que dans notre cas, ce qu'on peut voir au niveau identitaire, souvent c'est le 5 ans à cause de l'accession à la citoyenneté, où tout d'un coup, ça semble jouer un rôle qui peut déclencher certaines choses, de se dire, OK, ben là, maintenant, je suis citoyen, je peux dire que j'appartiens ici. Donc, c'était ça, en fait, d'où venait mon commentaire sur la temporalité. Et je voudrais enchaîner justement sur cette idée de la citoyenneté, de l'identité. Un critère qu'on trouve important, en tout cas dans nos recherches, c'est quelles identités sont accessibles. Et c'est ce à quoi ça m'a fait penser quand j'ai vu tes résultats sur l'identité québécoise étant moins forte chez les immigrants que les personnes du groupe majoritaire, et l'inverse pour l'identité canadienne. Et en fait, ce qu'on peut observer, c'est que ce n'est pas toutes les identités majoritaires, où je mets identité canadienne, identité québécoise comme étant toutes deux des identités majoritaires du nouveau pays. Elles ne sont pas perçues comme étant accessibles de la même manière pour tous les immigrants. Et donc, en fait, souvent, ce qui peut empêcher les gens d'aller utiliser une identité ou la revendiquer, c'est plus le fait d'une peur qu'elle ne soit pas validée. Et donc, il y a cette espèce de protection, de dire, bon, ben là, si je vais aller revendiquer l'identité québécoise, je vais me faire dire, non, toi, tu n'es pas québécois, ça va... C'est très dommageable pour l'estime de soi, etc. Et donc, finalement, l'identité canadienne, pour toutes sortes de raisons dont on pourrait discuter, semble être plus accessible et plus facilement validée. Et c'est là que je voulais aussi faire un retour sur Beaconsfield. En tout cas, il y avait une des localités, puis le commentaire que tu faisais sur les communautés plus anglophones, qui étaient aussi plus ouvertes. Bon, on peut rentrer dans toutes sortes de terrains mouvants là-dedans. Mais globalement, ce que je voulais souligner, c'est que une manière de voir ça, c'est que finalement, l'image que les immigrants ont du Canadien, de l'identité canadienne au Québec, elle passe assez souvent justement par les Québécois anglophones, donc comme le groupe majoritaire de Beaconsfield, etc. Et c'est une représentation qui est déjà un petit peu biaisée de l'identité canadienne parce que c'est un groupe qui partage le statut de groupe minoritaire, donc qui partage déjà un certain vécu avec les personnes du groupe immigrant. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu un transfert vers cette identité-là,
qui après ça, pour le groupe majoritaire québécois, peut être pris comme une forme de rejet ou de dire, ben là, pourquoi vous préférez les Canadiens? Enfin, j'ai l'impression qu'il y a qu'est-ce que c'est que le Canadien ou l'identité canadienne n'est pas forcément, est très spécifique dans le contexte québécois, à cause justement de ce groupe minoritaire anglophone. Donc, c'était une autre chose que je voulais mentionner sur cette disponibilité et validation de l'identité. Et je me demandais justement, ben, j'étais surprise par l'effet du quartier. Je me serais attendue à un plus fort effet du quartier. Mais en même temps, parce que quelque chose qu'on a vu dans nos études, c'est justement que les immigrants se cherchent une identité au groupe majoritaire, au nouveau pays, etc. L'identité québécoise n'est pas toujours validable, accessible. Pour ceux qui ont vécu, puis je vais prendre mon propre exemple d'immigrante française pour illustrer ça. Bon, l'identité québécoise, pour toutes sortes de raisons, ce n'est pas forcément accessible. Je ne me sens pas encore validée dans ce choix-là. Aller choisir l'identité canadienne, c'est affirmer quelque chose. J'en sais assez sur la situation locale. J'ai vécu ici assez longtemps pour savoir que ce n'est pas ça que je veux faire. Et donc, finalement, qu'est-ce qui en ressort? Ben, c'est une identité plus locale, une identité montréalaise, par exemple, de dire ça, je peux accéder à cette identité-là, elle peut être validée, donc je vais m'identifier fortement à cette identité montréalaise parce que personne ne me dira que je ne suis pas montréalaise, peu importe. Et c'est quelque chose qu'on retrouve parmi pas mal de participants. Donc, je donne cette illustration, mais on l'a vu pas mal dans d'autres cas de figure. Donc je vais m'arrêter ici un instant parce que pour te donner une chance de réagir, de voir quels sont tes commentaires à ce niveau-là, qu'est-ce que tu en penses? Et en fait, j'aurais vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, Marina, parce que en fait, c'est un truc que j'observe j'ai étudié dans des recherches passées, puis que je travaille beaucoup dans des recherches actuelles, en cours, et je comprends tout à fait la notion j'aime bien la façon dont tu le formules, là, des identités accessibles, et peut-être, en fait, c'est une des questions casse-tête sur lesquelles on travaille. Là. Donc, est-ce que vraiment c'est ça qui amène peut-être les immigrants à s'identifier plus facilement au Canada qu'au Québec? Là? Je travaillais justement là-dessus ce matin, là, ça termine un papier. Et donc, je pense qu'il y a plein de choses auxquelles tu fais référence qui sont super intéressantes. Puis on travaille, c'est ça, beaucoup sur la perception on essaie de travailler sur la perception des frontières de l'identité québécoise. Donc, est-ce que le groupe québécois est perméable ou est imperméable? Donc, c'est facile d'y accéder ou pas. Mais en même temps, dans le contexte de la présentation d'aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de choses à répondre parce que, encore une fois, c'est que ce n'était pas notre mandat. Et là, c'était vraiment, c'est un peu ça, un peu les dynamiques des trucs en action concertée. C'est que souvent, moi, je commence un projet, puis je pense que je m'en vais dans une direction, puis finalement, j'abandonne, puis je m'en vais dans 8 autres directions différentes parce que je vais là où vraiment les répondants à nos études nous amènent. Alors que là, on avait un mandat qui était beaucoup plus circonscrit et surtout qu'il y avait une autre équipe qui travaillait sur des facteurs beaucoup plus individuels. Donc, c'est ça. Mais ce que je voulais dire, par exemple, en lien avec ton idée des identités qui sont plus accessibles, c'était quand même beaucoup dans cette logique-là que j'avais des grandes attentes que l'ouverture du groupe, de la population locale aurait un impact particulièrement sur le fait de se sentir québécois ou pas. Ce qui n'a pas vraiment été observé, outre que peut-être l'effet créé par les localités plus anglophones, là, qui sont en fait contraires à nos attentes là, dans ce cas-ci. Et là, on se demandait vraiment pourquoi. Si je me souviens bien, on en parle un peu dans les conclusions, dans une section du rapport que tu as peut-être lu, ou je ne sais plus sur le garder en tout cas. Mais un des enjeux qui potentiellement jouait contre nous, en plus de la proximité géographique des localités, c'est que ça fait vraiment 10 à 15 ans que l'enjeu de l'immigration et de la diversité est hyper médiatisé au Québec. Et c'est possible que dans ce sens-là, l'expérience locale, dans ce contexte-là où c'est vraiment, vraiment, vraiment sensible, vraiment des enjeux qui sont perçus comme étant très élevés, que les sensibilités locales, les dynamiques locales se retrouvent un peu étouffées. Donc, à cause de cette prévalence-là de la dynamique médiatique.
qui passent au travers là, les réalités de contexte. Donc, je ne réponds pas complètement à ton commentaire, mais... Non, mais en fait, c'est moi qui m'excuse parce que j'ai l'impression que, de par mon biais en psychologie, c'est sûr que j'ai plus tendance à pousser du côté individuel. Et puis, ça te rend la situation encore plus difficile vu que c'était une autre équipe qui a fait ça. Et en fait, je mentionne tout de suite que je te donne mes commentaires, ce qui m'est venu à l'esprit en lisant le rapport. Et oui, je suis bien consciente que vous aviez un mandat particulier que tu ne peux pas répondre, mais c'est plus dans l'esprit de brasser des idées sur le sujet. Et d'ailleurs, je vais enchaîner sur peut-être, Mireille, fais-moi signe pour le temps, parce que Peut-être une dernière. Une dernière, alors je vais t'en donner une plus importante dans ce cas-là. Ok, je vais t'en donner deux rapidement. La première, c'était sur le multiculturalisme. Si j'avais peut-être une petite critique, si je peux me permettre, au niveau du multiculturalisme, j'ai vu dans les méthodes que c'était le pourcentage d'immigrants qui étaient dans une localité, ce qui peut très bien nous donner le cas, j'imagine, du plateau, avec 95% des immigrants étant tous des Français, quelque chose comme ça, je ne veux pas non plus stéréotyper. À comparer à peut-être un quartier comme Côte-des-Neiges, Parc Extension, où il y a une plus grande diversité. Et en tout cas, de mon côté, en psychologie, ce qu'on peut voir, c'est plus le rôle de la diversité, donc vraiment d'avoir de multiples groupes de toutes sortes d'origines qui semblent jouer un rôle. Et à plusieurs reprises, dans plusieurs études, quelque chose d'intéressant qu'on remarque, en fait, c'est que pour les personnes immigrantes qui ont moins accès au groupe majoritaire, donc qui ont moins de relations sociales avec, disons, des Québécois du groupe majoritaire, c'est d'avoir accès à ce groupe multiculturel d'autres personnes issues de l'immigration qui leur donne une espèce de pont vers la société majoritaire. Donc, je voulais rajouter ça parce que ça me semblait important, en fait, en termes de diversité. Et la dernière chose, pour la question de l'ouverture, pourquoi est-ce que l'ouverture comme variable contextuelle ne semblait pas jouer un rôle? Dans mon domaine, j'imagine que ça doit exister aussi en sciences politiques, on fait vraiment la distinction entre comme une caractéristique d'une communauté, d'une culture, peu importe, en agrégeant les attitudes des personnes. Et en fait, on voit que ça joue peu un rôle sur les individus dans le groupe. Et ce qui a beaucoup plus un impact fort, c'est la perception intersubjective de ce qui se passe dans ce groupe. Donc, il y aurait en fait une grosse différence entre prenant, disons, 1000 Québécois et leur demandant à quel point est-ce que vous êtes ouverte. Si je prends la moyenne de ces 1000 dans le quartier, ça va me donner un chiffre qui risque d'être très différent que si je demande à 1000 personnes dans le même quartier à quel point pensez-vous qu'un Québécois typique est ouvert. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que c'est plus à quel point un Québécois typique est ouvert qui a un impact sur les individus. Donc, c'était ça. Ça me semblait un point important que je voulais te soumettre avant de terminer. Oui, des très bons commentaires, en fait. Et là, tu me confirmes, je suis content de ta question par rapport au pourcentage d'immigrants parce que c'est le test ultime pour savoir si quelqu'un a bien lu le rapport. Parce qu'effectivement, on a fait une espèce de... En fait, c'est une longue histoire, là, même, puis il m'en manque des bouts pour savoir finalement, ultimement, on l'a appelé pourcentage de multiculturalisme. Ça aurait peut-être été plus adéquat d'utiliser pourcentage de minorités visibles. Cela dit, on a les deux mesures dans la base de données et je ne me souviens pas pourquoi finalement on est allé avec immigrants en minorité visible. Je n'ai pas une bonne réponse à cette question-là, mais ce que je sais, c'est que la corrélation entre les deux indicateurs est extrêmement forte. Okay. Parce que la vaste majorité des populations de minorités visibles sont immigrantes. Et donc, ça crée certains écarts dans certains arrondissements comme le plateau Mont-Royal, mais les mesures dans l'ensemble demeurent fortement corrélées. Mais tu as raison, effectivement. Là, ça, c'est quelque chose qui... Mais c'est quand même, pour moi, en fait, aussi, moi, ce que j'ai surtout retenu de ton commentaire, c'est l'idée que... Et ça, on trouvait ça trop compliqué avec les données qu'on avait de savoir comment l'opérationnaliser. Parce que ce qu'on sait aussi, c'est que... Et en fait, c'est un peu à cette idée-là qu'on essayait d'atteindre quand on disait la présence de la communauté du pays d'origine.
c'est que la dynamique va être très différente si c'est un milieu très hétérogène, c'est-à-dire avec de multiples groupes présents, versus des localités ou des quartiers où il pourrait y avoir un groupe dominant. Okay? Et ça, on sait, je sais, il y a quelques années, j'avais lu des études qui montraient un peu que mais ça, c'est plus pour la réaction du membre du groupe majoritaire, là, que la réaction n'est pas du tout la même. Donc, effectivement, il y a quelque chose de peut-être plus nuancé à aller chercher, mais je conclurai en disant que ce qu'on rapporte ici, c'est un point d'équilibre dans nos analyses, puis le nombre d'itérations de différentes analyses qu'on a fait pour essayer d'aller découvrir si d'une façon ou d'une autre, on peut avoir quelque chose est trop long à décrire pour rendre justice. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on a fait qu'on ne rapporte pas. Donc, je suis pas mal sûr qu'on a essayé le pourcentage de minorités visibles au lieu du pourcentage. Puis pour ton dernier commentaire, oui, tu as tout à fait raison. Et comme souvent, je le reformulerai en disant ce ne sont pas vraiment les barrières réelles qui sont importantes, mais la perception des barrières. Et on n'avait pas ça comme variable. Puis, je suis sûr que tu connais ma réponse finale, c'est que ça nous aurait amené aussi vers une variable plus individuelle qu'une variable contextuelle. Mais je pourrais te dire, par contre, qu'on a un projet en ce moment qui travaille justement sur l'impact de la perception des barrières plus que sur les barrières elles-mêmes. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Merci. Merci Marina pour vos questions. Elles étaient très intéressantes. Puis en plus, elles faisaient écho à plusieurs des questions qui ont été posées dans le chat. Donc, vous serez peut-être en mesure de pouvoir ajouter un peu de vos questions que j'ai dû couper malheureusement pendant cette prochaine période de discussion. La première question est super simple. Il y a plusieurs personnes qui ont demandé si ce rapport-là est disponible et s'ils peuvent le lire. Et si oui, comment? Donc, peut-être que ce serait la première question que je vous poserai, M. Bilodeau, puis ensuite, je vais passer vers d'autres questions. Moi, j'ai commencé en disant j'adore comment tu m'appelles M. Bilodeau, mais en tout cas, on est collègues, donc excusez, bon, ça me fait sourire. Mais le rapport sera disponible éventuellement. Il ne l'est pas encore, mais je crois qu'il se peut d'ici quelques semaines sur le site, je crois, du FRQSC pour le programme d'action concertée. Ouais. Donc, il sera rendu public par le FRQSC vraiment sous peu. Il a été approuvé, là, mais il n'a pas été mis public encore. Donc, il sera potentiellement aussi disponible à toutes les personnes qui seraient intéressées à le lire et on pourra faire les suivis. Moi, les gens me contactent dès que j'aurai le OK officiel pour le rendre public. Ça me fera plaisir de l'envoyer aux gens qui me contactent. Plusieurs questions dans la salle par rapport à la notion même de participation. Et je pense que ça vaudrait peut-être la peine de revenir un peu sur ce qu'on entend par participation. Donc, il y a Yannick, par exemple, qui a posé cette question-là. Puis, participation par rapport à quoi? Puis aussi une question pour revenir un peu à ce qu'on entend par participation identitaire. Donc ici, vous avez parlé d'une seule dimension. Donc juste peut-être revenir vers ça pour que les gens qui n'ont pas eu la chance de lire le rapport puissent un peu plus comprendre ce qui est entendu par cette notion. Je n'ai pas la définition formelle sous les yeux qu'on a adoptée parce qu'évidemment, la définition de la participation avec laquelle on travaillait était celle proposée dans l'appel de proposition. Donc, par le ministère, mais qui se résumerait là, de façon pas très précise comme étant le fait d'être actif, là, de participer à, de s'impliquer d'une façon ou d'une autre. Donc, et je pense que ce qui est important par contre de mentionner, c'est que c'était très clair dans les perspectives de l'appel de proposition que la participation ne signifiait pas l'intégration. Okay? Donc, il n'y avait pas une attente de convergence, d'être pareil que. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on avait plusieurs dimensions et que quand on pouvait, on essayait de varier les indicateurs pour permettre que les expressions de la participation puissent être différentes, mais pas nécessairement égales. Donc, ça, c'était la première partie. La deuxième partie, c'était par rapport à la participation identitaire. La première chose que je dirais, c'était que je pense, moi, mais je pense que je peux parler pour nous aussi, Mireille, d'emblée, l'équipe, que ça aussi, c'était un postulat de l'appel de proposition, que
l'identité était une forme de participation. Alors que pour moi, dans beaucoup de recherches que je fais, le sentiment identitaire est hyper important, mais souvent c'est une précondition à la participation. Donc ça, c'était un peu une réalité avec laquelle il fallait jouer, c'est-à-dire que certaines formes de participation qui étaient proposées par l'appel pouvaient effectivement être comprises comme étant une forme de participation, mais qui pouvaient se retrouver aussi à être de candidats très crédibles pour expliquer expliquer la participation ou la non-participation dans d'autres sphères. Donc ça, c'était une difficulté avec laquelle on devait jouer. Mais comme tu le mentionnais, Mireille, on a utilisé quand même plusieurs indicateurs. Là, je vous présentais le sentiment d'attachement. L'autre principal indicateur qu'on utilisait pour la variable identitaire, c'était le sentiment d'être accepté, comme au Québec ou au Canada, ou même dans le quartier. C'est dans certaines études qu'on a faites, c'est une variable qui souvent est super intéressante, peut-être même des fois plus que l'attachement. Ici, j'ai choisi de vous présenter l'attachement, mais honnêtement, les résultats n'auraient pas été différents. Puis ce qui rendait, la raison pour laquelle pour aujourd'hui j'ai choisi la variable d'attachement, c'est que la question, elle se pose facilement au groupe du majoritaire, ce qui offre un point de comparaison. Alors que la notion d'acceptation, c'est discutable, mais elle est plus difficile à poser aux membres du groupe majoritaire qui souvent ne comprend pas le sens de la question. Merci. Une autre question qui est revenue à 2 reprises, c'est la question de l'interculturalisme. Donc, est-ce que cette notion-là, est-ce que cette approche-là, cette politique-là, est-ce que ça a été pris en compte dans l'étude d'une façon ou d'une autre? Surtout parce que il y a été question, du thème du multiculturalisme, puis on sait des fois que c'est présenté comme étant opposé. Je commençais par peut-être une correction, c'est-à-dire que quand on parle de multiculturalisme, là, dans les indicateurs qu'on vérifiait, ce n'est pas le multiculturalisme dans un sens de politique publique ou dans un sens plus idéologique, c'est dans un sens vraiment de réalité de terrain. Donc, la diversité qui était sur le terrain. Donc, c'est vraiment le sens qu'on lui a donné là, quand on l'étudiait. Et en conséquence, non, la notion d'interculturalisme, en fait, je n'ai pas lu les questions, là, j'aurais aimé savoir si c'est dans une perspective plus de politique publique ou une perspective plus micro-interaction. Mais d'une façon ou d'une autre, on ne l'a pas vraiment prise en considération, surtout sous l'angle de politique publique plus large, mais comme on se limitait au Québec, si on avait comparé des provinces, ça aurait peut-être été plus simple, plus possible, mais dans le contexte où on le faisait, c'était difficile. Merci. Une autre question plus précise. Est-ce que l'identification plus forte à un quartier en situation de pauvreté, ça pourrait pas s'expliquer par la présence d'institutions locales monoethniques comme des églises, des organismes communautaires et tout ça, que lesquels les gens interagiraient peut-être plus en raison de besoins ou en raison de prestations de services, puis qui pourrait créer donc un lien de solidarité. Est-ce que vous pensez que c'est un peu ce que vous voyez dans vos résultats pour ce qui est de l'identification au quartier? C'est une hypothèse intéressante. Donc là, on parle Mais sauf que juste pour rappeler que l'effet, parce que j'avais moi-même difficulté à m'en rappeler, le seul effet qu'on a observé au niveau... Ah oui. Mais oui, OK, mais ça n'expliquerait pas pourquoi ça serait observé chez les immigrants blancs, mais pas chez les autres groupes. Je ne sais pas. Je pense que j'ai besoin de réfléchir. Malheureusement, je n'ai pas de bonne réponse. C'est une excellente réponse pour avoir de réponse aussi. Il n'y a pas de problème. Juste pour clarifier encore une fois, il y a des gens qui ont posé des questions dans la salle, à savoir si votre recherche a pris en compte différents statuts d'immigration, comme la différence entre des résidents permanents, des résidents temporaires, des personnes réfugiées. Si oui ou sinon, peut-être plus sinon, vous attendriez à quoi comme résultat si vous aviez pu inclure ça? En fait, on a ces 2 variables-là dans le questionnaire qu'on a fait. On ne les a pas gardées ni une ni l'autre. Quand je dis ni une ni l'autre, je parle de statut de citoyenneté puis le statut
sous lesquels les gens sont arrivés au Canada. Pour deux raisons, en fait. La première, c'est que, étant donné la réalité de la citoyenneté au Canada, on s'est retrouvé avec, je n'ai pas la proportion en tête, mais très peu de répondants ne sont pas citoyens. Donc, on en a, mais la prévalence de la citoyenneté est très forte. Et vous pouvez imaginer que quand je parlais de biais d'intégration positif, là, au niveau des échantillons, les populations non citoyennes sont plus difficiles à rejoindre que les populations citoyennes. Mais on a fait des explorations aussi. Je n'ai pas le résultat en tête parce que je pense que c'est une variable qu'on a quand même laissée de côté assez tôt dans les analyses parce que ça ne menait nulle part. Ce n'était pas l'objet central. C'est la même chose pour en fait le statut d'entrée au Canada. Ici, il y a deux problèmes. Un, les réfugiés représentent quoi, entre 10 et 15% des admis annuellement. Donc, ils ne vont pas se retrouver de façon trop nombreuse dans ce type d'études-là de façon numérique. Mais le problème principal aussi qu'on avait, c'est que cette question-là, c'était un essai. Et ce qu'on réalise, c'est qu'énormément de gens ne savent pas, ne sont pas capables de répondre à la question de leur statut officiel quand ils sont arrivés. C'est-à-dire que c'est surtout que ça change de 15 dernières années, mais comme la plupart des gens sont arrivés longtemps, souvent, ils ont beaucoup de difficultés à cette question. Moins dans une enquête personnelle. Merci. Autre question un peu liée à ça. Est-ce que vous avez pu faire des analyses sur l'influence de différents pays d'origine chez les répondants dans le groupe immigrant? Et est-ce que ça avait mené à des résultats pertinents ou intéressants? On n'a pas fait d'analyse par pays d'origine précisément parce que l'éventail est trop grand et les échantillons par pays sont trop petits. À une certaine étape des analyses, on y allait par région d'origine. Mais là aussi, on se retrouve avec des régions qui sont très populées, d'autres sont moins populées, puis on a décidé de laisser cette dimension-là de côté parce qu'elle ne nous menait pas à quelque part de constructif, de clair. Et encore une fois, ce n'était pas notre mission première. Donc, c'était plus l'ensemble, où ils s'installent que d'où ils viennent, qui était important. Donc, nous, en fait aussi, je répondrais que ce qui nous semblait plus pertinent d'un point de vue et théorique et de politique publique était de différencier les personnes migrantes racisées et des personnes migrantes non racisées, en fait, pour nos analyses. Ça nous semblait plus porteur que de se concentrer sur l'origine plus spécifique. Merci. Face à ça, j'aimerais ça vous poser une question à Antoine, mais aussi à Marina. Quelqu'un dans la salle, et je vais lire le commentaire qui a été fait parce que je pense que c'est un commentaire super pertinent, puis j'aimerais vous entendre par rapport à ça. Donc, le commentaire va comme suit. Face à ces conclusions, il semble y avoir peu de solutions au niveau contextuel pour favoriser le sentiment d'appartenance identitaire au Québec chez les populations issues de l'immigration. Ça donne l'impression que ces écarts de participation identitaire sont là pour rester et qu'on n'y peut rien. Avez-vous d'autres pistes à ce niveau? Et je pense que la question plus large aussi, c'est est-ce qu'il y a des implications au niveau de l'intervention sociale, des politiques publiques, de quelque chose qu'on peut faire pour essayer de favoriser tout ça, ou est-ce que comme le commentateur l'a dit, c'est quelque chose qui est là pour rester. Donc j'aimerais bien qu'Antoine réponde, mais si Marina veut aussi ajouter sa perspective, vous êtes les bienvenus de le faire. En fait, je commencerai en disant que si Marina, ça fait longtemps que je parle, si Marina veut se mouiller d'abord, ça me fait plaisir. Autrement, j'ai aucun problème à répondre en premier. Oui, je peux. Ça va te donner une minute de plus pour y penser, trouver une super solution. Non, en fait, j'ai quelque chose à dire. Si tu veux y penser, moi, je peux répondre immédiatement, j'ai aucun problème. Là, mais si tu veux y aller, vas-y. OK, je vais y aller pour éviter... De mon côté, si j'avais une recommandation ou une suggestion, c'est de trouver des mesures qui favorisent le contact, les interactions sociales directes entre les personnes issues de l'immigration et les membres du groupe majoritaire. Parce que ce qu'on voit dans nos études, c'est que
c'est incroyablement faible le nombre de, disons, Québécois francophones blancs que les immigrants ont dans leur réseau social et vice-versa. Quand on prend des étudiants de l'UQAM, par exemple, où je travaille, et qu'on demande quel contact ils ont avec des personnes de minorités culturelles, groupes racisés, etc., c'est incroyablement faible. Et je pense que ce déficit d'attachement, comme tu décrivais, Antoine, ça pourrait vraiment être remédié par un contact direct entre. Il existe des programmes de jumelage, par exemple, qui ont énormément de succès, qui marchent super bien, mais c'est toujours des initiatives locales, plus ponctuelles, qui dépendent du bon vouloir d'une organisation de quartier qui va s'en occuper. Donc, mon rêve, ce serait un Québec où chaque nouvelle personne arrivante a des opportunités de jumelage avec des membres de la société dominante pour leurs premières années régulièrement. Et ouais, c'est ça. Je vais te laisser le temps de répondre. Bien, merci Marina, c'est un commentaire qui, moi, personnellement, me semble extrêmement pertinent. Et c'est pas l'approche que j'allais répondre, donc ça me semble plus intéressant. J'ajouterais par contre, juste pour compléter ce que tu as dit, que ça, malheureusement, c'est beaucoup le résultat de l'exode depuis quoi, facilement 30 ans des francophones de l'île de Montréal c'est ça, qui n'aident pas du tout ces échanges, ces micro-échanges sur une base quotidienne, qui ont l'avantage normalement d'être porteurs de liens davantage de qualité d'interaction. Mais moi, j'allais prendre une perspective complètement opposée dans ma réponse, puis on lui fait un peu allusion, en fait, dans les conclusions du rapport qui... la première chose, c'est que je réitérais, en fait, les limites des recherches. Là, donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet local et ça ne veut surtout pas dire que les autorités locales ne peuvent avoir aucun effet. Donc, ça, je pense qu'il faut vraiment souligner ça. Ce n'est pas parce que nous, on n'observe rien que les autorités locales ne peuvent pas rien faire de constructif. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, puis j'ai encore faire écho à ce que tu disais plutôt, Marina, dans la discussion par rapport au pôle d'identité canadienne versus le pôle d'identité québécoise. Je pense que là où il y a l'accessibilité des identités puis du sentiment d'acceptation ou d'inclusion des différentes identités, je pense qu'il est temps que, d'une manière ou d'une autre, que le gouvernement du Québec fasse ce qu'il entend et le mieux. Là, je ne vais pas lui dire aujourd'hui ce que je pense devrait être le mieux, mais qu'il y ait un signalement fort de la part des autorités québécoises sur quel est le positionnement du Québec par rapport à la diversité ethnoculturelle et l'immigration d'un point de vue plus d'identité. Donc. Et il y a cette espèce d'ambiguïté qui perdure. On parle d'interculturalisme. L'interculturalisme est-il vraiment le modèle officiel du Québec? Et si oui, où est cette politique-là? Mais peu importe le modèle que le Québec voudra ou voudra pas adopter, là, mais qu'il pourrait adopter, je pense qu'un des problèmes en ce moment, c'est qu'il y a cette symbolique très forte au niveau du pôle d'identité canadienne qui est fortement affirmée par des ancrages institutionnels depuis déjà très longtemps, qui signalent clairement comment le Canada perçoit la diversité. Et il y a un vide par rapport au Québec. Et le vide est un problème en soi, mais le vide me semble aussi un problème dans le sens que comme il y a un vide, mais ça permet à toutes sortes de groupes, d'individus, de médias, d'occuper ce vide-là et d'influencer beaucoup plus facilement le débat public, je pense que ce l'est par rapport à l'identité canadienne et quand ça passe par des médias, des dynamiques médiatiques souvent controversées, ça n'a pas un effet très constructif. Donc, moi, c'était pour répondre aux commentaires, Mireille, je pense que j'irais plus dans cette direction-là. Je pense qu'il est temps que le gouvernement, les autorités québécoises prennent une décision ou envoient un signalement explicite pour combler ce vide-là par rapport au positionnement québécois par rapport à la diversité ethnoculturelle et l'immigration. Merci beaucoup. Une dernière peut-être question avant de clore ce webinaire. On demande s'il y avait des différences, quelqu'un qui veut juste
s'assurer de bien comprendre s'il y avait des différences significatives entre Montréal et le reste de l'échantillon. Par exemple, s'il y avait des différences entre Sherbrooke puis Québec, Sherbrooke, Montréal, Trois-Rivières, en tout cas, tout ça. Donc, juste résumer, encore une fois, les résultats quant à cela, si possible. Ben, la réponse, elle est très simple. Non. Donc, on n'a pas. Ben, je pense qu'avant. Donc, la réponse est non. On n'a pas vu de différence qui distinguait de façon systématique et claire nos 4 ensembles régionaux plus grands, c'est-à-dire Montréal-Est, Montréal-Ouest, la couronne de Montréal et nos municipalités plus éloignées. Donc, la réponse, elle est sans équivoque. Dans nos études, non. Il n'y avait pas de pattern, excusez l'anglicisme, très clair. Ce que je voudrais dire, par contre, c'est que je veux réitérer ce que je disais quand on a présenté le devis de la recherche, les localités et leur échantillonnage. La vaste majorité de nos répondants se situent dans la grande région de Montréal. Donc, on n'a pas des échantillons très robustes, très grands pour aller parler de Québec ou de Sherbrooke ou de Gatineau. Donc, malheureusement, on n'avait pas cette marge de manœuvre-là. Donc, pas d'évidence, mais qu'il faut quand même prendre avec un bémol. Et je pense aussi que plus largement aussi, ça nous démontre la complexité d'essayer de faire ces recherches-là dans un contexte qui est aussi segmenté que celui du Québec, où il y a vraiment une différence, comme vous le disiez, entre Montréal et d'autres parties de la province. Donc, des fois, on pourrait réfléchir aussi à l'utilisation de diverses méthodologies pour penser à diverses réalités. Et là, il y a quelqu'un qui a réagi très fort en réaction à ma dernière question, donc j'ai pas le choix d'en poser une autre dernière. Mon avant-dernière, en fait. On demande, en citant Bilodeau 2016, est-ce que des mesures favorisant l'apprentissage et l'utilisation de la langue française ne pourraient pas avoir un impact positif sur le sentiment d'appartenance au Québec? Donc, peut-être dernière question en terminant. C'est une très bonne question. Je suis content que tu aies mentionné la langue parce que je ne savais pas c'était quoi Bilodeau 2016. Mais en fait, je vais laisser être sûr que Marina ait tant de parole parce que je pense que Marina a probablement plus de choses à dire que moi par rapport à cette question-là. Mais là, je vais ouvrir une porte plus large, c'est-à-dire que la loi 101 a eu un effet magnifique pour favoriser l'apprentissage de la langue. Mais ça reste à démontrer si l'apprentissage de la langue ou la compétence dans une langue est suffisant pour amener un sentiment identitaire ou s'il ne faut pas davantage miser sur l'usage de la langue. Et là, c'est difficile d'obliger les gens à parler une langue. Mais donc, c'est la différence entre la compétence dans une langue et l'usage dans une langue. Mais sur ça, je pense que je vais laisser Marina, si elle veut, évidemment. Là. Oui, ben écoute, si j'ai 30 secondes, ça va être dur là, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, des liens entre identité et langue. Très brièvement, oui, en général, plus une personne a une compétence forte dans la langue, l'utilise fréquemment, il y a des liens avec l'identité. Et puis moi, je vais peut-être jeter une pierre dans la mare pour terminer, là, juste histoire d'eux. Quand on parle justement de planification linguistique, de mesures pour favoriser l'apprentissage, etc., à date, je trouve au Québec, on met dans le même panier les mesures pour protéger le français et les mesures pour promouvoir l'usage du français. Et je voudrais juste finir sur l'idée que c'est deux choses qui sont très, très, très différentes, qui ont des effets extrêmement différents psychologiquement sur la personne qui doit l'utiliser. Et donc, je pense qu'il y a des différences à faire entre est-ce qu'on force pour protéger de manière un peu plus coercive ou bien est-ce qu'on promeut pour inclure, pour en faire un outil d'appartenance, un outil d'épanouissement. Et je pense qu'il y a les deux, donc ça va donner des réponses très différentes. Je vais terminer là-dessus. Parfait. Merci beaucoup. On va devoir malheureusement terminer cet événement. Donc, je tiens à remercier Antoine Bilodeau et Marina Doucerin qui sont prêtés au jeu et qui ont été très généreux de leur temps. Donc, j'espère que ça aura intéressé les gens dans l'auditoire. Et si vous êtes intéressés, bien entendu, vous aurez la chance de pouvoir lire le rapport complet sur ces questions et l'ensemble des
résultats dans quelques semaines lorsque le rapport sera rendu public. Je vais aussi m'assurer que le courriel de remerciement de participation à cet événement, qui inclura aussi une captation vidéo de l'événement, soit accompagné de liens vers les recherches actuelles de M. Bilodeau et de Mme Doucerin afin que vous puissiez un peu creuser ces questions si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus. Ils ont beaucoup plus à dire sur la question que ce qu'on leur a permis de dire parce que on est limité dans le temps. Donc, je vous remercie à tous d'avoir assisté à ce webinaire et je vous invite à visiter notre site web de l'ERICA pour en apprendre plus sur nos travaux. Je note aussi que nous organisons un webinaire le 25 février prochain de 11h à 13h avec le titre « Les demandeurs d'asile travaillant dans les secteurs essentiels durant la pandémie ». Et ce sera l'occasion de discuter des résultats d'un sondage qui a été réalisé par la TCRI pour mieux comprendre la réalité de ces travailleurs-là, leurs conditions de travail, ainsi que leur accès aux services. Donc, vous allez recevoir un lien de promotion pour l'inscription à l'événement dans les prochains jours. J'espère que vous pourrez y assister et merci à tous pour vos questions et votre participation. Bon après-midi.